Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous connecter aujourd'hui à ce webinaire qui devient un petit peu traditionnel, hein, puisque tous les trimestres on le réalise. L'idée est à la fois que ça soit informatif et puis en même temps de répondre à vos questions éventuelles. Vous avez plusieurs manières de faire. Soit par le micro, que vous pouvez ouvrir votre micro pour poser des questions, soit à la fin, soit en cours de présentation, un petit peu comme vous le souhaitez. Et puis sinon, vous avez aussi un chat où vous pouvez éventuellement poser vos questions directement dans le chat. Selon le contexte, on peut répondre à vos questions au fil de l'eau ou à la fin en fonction. On va aujourd'hui parler du marché des SCPI au premier trimestre 2024. Alors, on a volontairement un peu grossi le trait en disant est-ce que le tunnel a une fin? L'année 2023 a été un petit peu compliquée. On va rentrer dans tous les détails. Pour les derniers arrivants, pensez 3 petits points. Vous pouvez mettre en mode projecteur de manière à avoir une vision un peu plus grande des slides qu'on va vous transférer. Donc, on fait le point marché immobilier, puis le point marché spécifique sur les SCPI. C'est ça notre programme du jour. On va commencer par se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Deep Invest, on est un cabinet d'analyse financière spécialisé sur l'immobilier et sur les fonds immobiliers en particulier. On a une fintech, alors le cabinet existe depuis 2005, mais la fintech en tant que telle, qui a pris son statut d'analyse financier auprès de l'AMF, a lancé l'ensemble de ses services en 2019. Voilà, donc un petit peu d'historique sur le sujet. On a maintenant une énorme base de données avec un peu plus de 13 000 immeubles en France et en Europe. On suit le développement des SCPI avec toujours dans l'idée de fournir le maximum d'informations à nos clients. Comme on est analyste financier, on adresse donc l'ensemble des clients, donc les particuliers, mais aussi les conseillers en gestion de patrimoine, qui sont normalement l'essentiel de l'audience du jour. On va aussi aller travailler avec les maisons de gestion et puis on travaille aussi avec diverses plateformes sur Internet en leur fournissant des données. On travaille aussi avec des réseaux de CGP. On a passé les 1200 inscrits sur la plateforme et on génère à peu près en simulation sur nos plateformes une quarantaine de millions chaque trimestre qui sont proposés. Alors, soit en suivi, ça va revenir à la présentation de nos outils. On a donc un certain nombre d'outils maintenant qui sont mis à disposition, des outils d'analyse, des outils de notation. On a fait le premier palmarès des SCPI durables au mois de mars de cette année, qui a été un joli succès, avec à la fois les maisons de gestion innovantes, et puis on a des outils de comparateurs, on a le mapping de l'ensemble des biens immobiliers, de tous les fonds immobiliers qui existent sur le marché. Vous allez pouvoir aussi faire avec nos outils des allocations de portefeuille, et puis on a des outils aussi d'audit de marché selon vos besoins. Si vous avez des doutes sur les allocations à réaliser en ce moment, on a un certain nombre de nos clients qui ont pas mal de doutes, eh bien, on peut réaliser pour vous. Alors, on ne va pas réaliser une analyse de préconisation sur le profil de vos clients, puisque ce n'est pas ça notre métier. Nous, notre métier, c'est de vous aider dans la sélection des fonds à partir des analyses, et vous allez voir que ça bouge énormément. Et donc, cette fonctionnalité marche plutôt bien d'audit en période de crise, évidemment. Et puis, on a aussi des outils qui sont destinés aux grands comptes. Les nouveautés du trimestre, on en a alors une qui est un peu moins une nouveauté maintenant, puisqu'en fait, on peut importer n'importe quel portefeuille d'O2S. Et on est en train de créer des partenariats avec d'autres plateformes pour justement importer des plateformes directement des autres plateformes qui peuvent vous permettre de faciliter les transactions. Et on a maintenant sur chacun des fonds du marché mis en place des petits outils de veille qui vous permettent de voir s'il y a des soucis à identifier en fonction des fonds. Je pourrais vous montrer ça tout à l'heure si vous avez des questions. Pour se mettre en jambe, on aime bien faire ça maintenant depuis plusieurs années. On va commencer par vous laisser la parole. Donc, un petit sondage qu'on va lancer tout de suite. Toc, voilà. Donc, le sondage, la question du jour est la suivante. La crise des marchés de l'immobilier est très prononcée depuis le 2023. Jusque-là, on ne va pas faire de révélation. Comment la vivez-vous au quotidien dans vos allocations? On sait que l'immobilier, c'est quand même une part prépondérante du travail de tous ces GP en France. Donc, voilà. Comment vivez-vous au quotidien dans vos allocations?
Donc, vous allez avoir la possibilité de répondre à je vais revenir sur les réponses juste après. Pour répondre à nos sondages, vous cliquez sur les trois petits icônes en bas à droite, le triangle rond et le carré. Vous allez dans l'outil qui s'appelle sondage. Là, vous allez avoir les trois questions qui sont posées et vous pouvez directement répondre à ces questions. Alors, je reprends les réponses qu'on vous soumet, qu'on vous suggère. C'est très difficile, j'ai arrêté de proposer ce support d'investissement, première possibilité. Deuxième possibilité, c'est difficile. Les clients me demandent toujours de l'immobilier, mais ils sont particulièrement attentistes en ce moment. Troisième possibilité, je n'ai jamais cru à l'immobilier. Cette crise me conforte dans mon opinion sur la liquidité de ce support qui est particulièrement criante en ce moment. Donc, première, deuxième, troisième possibilité, on vous laisse voter. A priori, il y a un certain unanisme sur la deuxième solution. C'est difficile, mais les clients demandent toujours de l'immobilier et ils sont attentistes. C'est bien ça le problème de l'immobilier, c'est qu'une fois que les clients alors, c'est une fois que les clients sont en mode attentiste, bah, du coup, ils le sont pour un certain temps. Alors, on a une suggestion de questions complémentaires. Je n'ai pas vraiment de problème. C'est une possibilité. Alors, on ne l'avait pas prévu parce que, mais on le garde pour les prochaines fois avec plaisir. Mais effectivement, vous pouvez aussi passer l'orage sans difficulté. Donc, deuxième possibilité quand même pour autant, très très large majorité hein, sur l'ensemble des votants, on est assez difficile les clients, mais les clients me demandent toujours de l'immobilier. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'IMO, ça reste quand même quelque chose qui intéresse les Français. C'est quand même dans notre ADN, semble-t-il. Alors, une fois qu'on a dit ça, bah, rentrons un peu plus dans les détails. Nous l'idée, c'est ce qu'on aime bien, c'est dresser toujours un petit panorama de ce qui se passe sur le marché, parce que le marché de l'immobilier et le marché des SCPI, il n'est pas complètement stratosphérique en dehors de tout. Il est bien dans une économie et dans un ou plusieurs pays. Alors, on a essayé de présenter deux, trois éléments. On va pas tous les lister, mais l'idée, c'est quand même surtout de regarder les points un peu saillants. Donc, on a des annonces et des actualités économiques qui ne sont pas si catastrophiques que ce qui était prévu, avec un PIB pour la France qui est en relative progression. On a une inflation qui semble être en passe enfin, qui diminue et qui semble être en passe d'être maîtrisée. Alors, même si on a des signaux peut-être un petit peu contraires là depuis 15 jours, mais bon, globalement, on est quand même redescendu à des taux d'inflation qui sont autour de 2, 3. On était à 5 ou 6 il n'y a quand même pas encore très très longtemps. Donc voilà, l'évolution est plutôt encourageante. La consommation des ménages semble être reparti. Et puis, on a quand même toujours ce bas de laine du Covid qui n'a toujours pas été dépensé complètement et qui ne l'est pas encore. Voilà. Pour autant, évidemment, si on regarde les côtés négatifs, il y a des éléments un peu structurants qui sont mis en avant sur le PMI et puis sur les indices manufacturiers. Donc voilà, tout n'est pas rose, mais pour autant, tout n'est pas noir. Et c'est ça qui est intéressant quand même à regarder. Alors, l'investissement dans la construction, évidemment, envoie des signaux qui sont quand même pas extraordinaires. C'est tout l'objet de ce qu'on va regarder juste après, parce que, en fait, effectivement, globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on ne va pas revenir sur la hausse brutale des taux d'intérêt liée à l'explosion de l'inflation qu'on a connue entre la sortie Covid et puis la guerre en Ukraine qui a toujours lieu. On a eu une augmentation qui était à la fois brutale et historique et haute des taux d'intérêt, donc qui ont monté très vite et très fort. On arrive à 4%. On attend une première baisse sur le mois de juin. Il était prévu qu'il y en ait plusieurs, juillet, peut-être août. Il commence à y avoir des doutes sur les baisses futures. Ceci étant, historiquement, l'immobilier, autour des 3 ou 4%, sait travailler autour de ces montants-là. Pour autant, même s'il sait travailler, il y a quand même une différence par rapport aux années passées, c'est que les prix sont extrêmement élevés par rapport aux taux qui sont pratiqués actuellement. Et donc, c'est toute la problématique de l'attentisme qui s'est mis en place maintenant depuis plusieurs mois.
Alors, si on fait un petit focus maintenant, on resserre la lecture, on va aller regarder. Alors, on n'a pas regardé tous les marchés parce que c'est vrai que maintenant les SCPI sont de plus en plus diversifiés. C'est un des éléments qu'on mettra en évidence tout à l'heure. Mais on a quand même deux segments qui sont historiquement très importants. Les bureaux, alors la partie commerce, on n'a pas toujours toutes les infos. C'est pour ça on a du mal toujours à faire un petit focus là-dessus. Mais bureaux et résidentiels, c'est ce qu'on va regarder. Alors, sur les bureaux, on est quand même dans une situation qu'on a rarement connue, on n'est pas très loin des 5 millions de mètres carrés de disponibles. Alors là, c'est des chiffres qui sont sur l'Île-de-France. 5 millions, pour mémoire, on a 55 millions de locaux disponibles en Île-de-France. Donc, on est à 10%. Vous voyez, l'historique qui remonte à 2001, on n'a jamais connu ça. Donc, on a un volume de locaux disponibles qui sont extrêmement importants. Alors, la conséquence de tout ça, en général, c'est que, voilà, alors pourquoi est-ce qu'on a une volumétrie de locaux disponibles extrêmement importante? Parce qu'il n'y a aucun investissement ou quasiment aucun investissement qui se fait. Vous voyez qu'on est sur une volumétrie d'investissement au premier trimestre 2024 qui, si on remonte un peu en historique, c'est la seule année de référence en la matière, c'est 2009-2010, qui n'étaient pas des années effectivement folles. C'était la dernière crise qui a été aussi brutale, mais qui a été beaucoup plus courte que celle que nous vivons actuellement. Voilà. Alors, des volumes donc d'investissement qui sont extrêmement faibles. Et donc, la conséquence de tout ça, là, vous voyez on est quand même sur une chute historique des prix immobiliers. Enfin, on fait cette analyse tous les trimestres. Quand on était là, on se disait, c'est peut-être en train de baisser. Bon, là, le doute n'est plus permis. Alors, attention tout de même, parce que, alors la chute, 24,3%, on est revenu sur des montants de prix de l'année, si on regarde un petit peu historiquement, on est autour de 2017. Donc, c'est quand même extrêmement brutal en une année gommer pratiquement 7 ans de hausse des prix. Euh, Attention tout de même, parce que, comme on l'a vu au slide précédent, on a des volumes qui sont extrêmement faibles. Et donc, il est probable que les transactions qui ont lieu en ce moment, ce sont des transactions, on va dire, un peu contraintes. Alors, contraintes soit parce que le vendeur, on pourra revenir là-dessus sur la partie SCPI, parce que le vendeur doit vendre pour des questions de liquidité, soit parce que ce sont des biens qui ne correspondent plus à la demande actuelle, soit pour la partie durabilité et environnementale, soit parce que c'est des surfaces qui correspondent plus exactement à ce qui est recherché, que ce soit à la défense ou ailleurs. On a des biens qui ne sont plus adaptés au marché. Voilà, donc il faut donc la baisse est historique, absolument de manière indéniable. Pour autant, on a quand même un marché qui est extrêmement réduit. Et donc, c'est ce point-là qu'il va falloir regarder, parce que si on avait des volumes d'investissement qui étaient conséquents avec une baisse de prix aussi substantielle, bon là, effectivement, on serait vraiment dans un marché extrêmement fort et extrêmement baissier. À regarder, et c'est le point juste derrière, c'est-à-dire que en parallèle de tout ça, on a des loyers qui restent pour le moment, mais vous voyez que la tendance, elle est même pratiquement à la hausse sur le seconde main. Alors, c'est quand même, ça peut paraître un peu paradoxal, mais ça veut dire surtout que pour le moment, en fait, les arbitrages des locataires ne se sont pas faits avec leur pied, ils ne sont pas partis. Et donc, même s'il y a énormément de locaux qui sont vacants, c'est plutôt des locaux qui sont en attente d'être reloués, ou des locaux qui sont en attente d'acheteurs potentiels, plutôt que des locaux qui ne sont pas, qui sont peut-être plus en adéquation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais globalement, ce qui est loué reste encore loué et plutôt à des bons prix. Donc ça, c'est quand même toujours, nous, c'est ce qu'on dit depuis un moment, mais c'est quand même une sacrée corde de rappel sur le marché, le montant des loyers, parce que si les loyers, vous voyez que si on se reprend en historique, en 2000-2009, les loyers, c'était quand même avait suivi la tendance à la baisse des biens. Et donc, voilà, il y avait quand même une corrélation entre les deux. Et le plus souvent, on peut se retrouver avec une corrélation. Pour le moment, la corrélation n'est pas là. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas arriver, mais pour le moment, la corrélation n'est pas là. Donc, c'est quand même un élément quand même un peu positif dans ce marché qui est quand même extrêmement compliqué. Alors, si on regarde sur l'autre marché où on va faire un focus, qui touche un peu moins les SCPI parce que c'est l'immobilier résidentiel.
on est quand même sur des taux qui sont montés, donc, comme on le disait, historiquement extrêmement élevés et qui sont en train de baisser. Certains diront enfin. Alors, baisser, c'est pas non plus une baisse substantielle, mais c'est quand même une baisse qui se voit sur la partie résidentielle, hein. On est en dessous des 4%, alors qu'on était un petit peu, un peu plus au-dessus. C'est les chiffres qui datent du dernier trimestre 2024. Donc, voilà, la tendance est plutôt baissière. Alors, la tendance elle est baissière, mais si on regarde dans le détail, on est quand même sur un volume de prêts qui est descendu, mais extrêmement brutalement, hein. En une année, on a divisé par 5, oui, par 3 le marché. Donc, c'est quand même phénoménal. Et pour le moment, alors on a un peu l'impression que dans les chiffres, au moins, la tendance semblerait s'adoucir quelque peu, ce qui correspondrait aussi au retour qu'on peut avoir de terrain en disant que les banques et les banquiers ont réouvert le robinet du crédit. Bah, il n'empêche quand même qu'on n'est pas quand même sur une reprise extrêmement forte de ce marché, au moins pour le moment dans les chiffres. Il faudra attendre les prochains mois pour voir exactement comment tout ceci se matérialise. Alors, une fois qu'on a dit ça, si on regarde après la conséquence de tout ça sur le marché du résidentiel, une baisse historique et une chute extrêmement brutale des transactions. Alors, on était, parce qu'il faut quand même relativiser tout ça, on était sur un pic des transactions, puisqu'on n'avait jamais connu autant de transactions, hein, plus d'1 million 100 transactions à l'année. Donc, on était dans un marché qui tournait extrêmement fort. Bon, donc la baisse du volume de transactions est aussi, en conséquence de quoi, extrêmement forte. Et on est retourné quand même sur des bases qui sont des bases de volumétrie de transactions autour des années 2016, donc 2016-2017. Donc clairement, la violence, là encore, elle est quand même historique sur cette partie-là. Mais bon, on est quand même autour des 800, entre 800 et 900 000, là, on est 850 000 transactions. Voilà, c'est une baisse extrêmement forte, mais on a quand même encore une volumétrie, hein. Si on regarde en 2000-2009 ce qui s'est passé, on était tombé à 500 000 transactions. Donc, ça ne veut pas dire que la baisse est terminée, hein. On est bien clair. On va voir ce qui va se passer sur 2024, mais on est encore sur des montants qui sont quand même assez substantiels. La conséquence de tout ça, eh bien, on a mis le petit graphique ici. Qu'est-ce qui se passe au niveau des prix? Donc, on a quand même mis un peu d'historique parce que c'est intéressant de voir d'où on vient toujours, hein. Les investissements immobiliers depuis 2000, on est quand même sur des montants, sur des accroissements de valeur qui sont extrêmement importantes, hein. On était en base, on a mis en base 100, je crois que c'était autour des années 2009. Donc, vous voyez que derrière, il y a quand même une appréciation extrêmement forte de l'immobilier. Alors, ceci étant, sur l'année 2023, on a commencé à avoir une baisse. Alors, évidemment, ce sont des chiffres moyens. Alors, donc, ça gomme toujours, parce que, évidemment, que ce soit sur le marché résidentiel, en fonction des secteurs et des régions, il y a toujours des différences qui peuvent être extrêmement fortes. Mais en moyenne, on voit bien que la baisse des prix est enclenchée. Alors, ceci étant, hein, cette baisse des prix, si on voit ce qui s'est passé sur le taux, pour le moment, on n'est pas dans des ordres de baisse de prix qui permettent d'absorber la hausse des taux pour un marché à 3-4%. Et si on essaie de faire une projection, on disait 2017, vous voyez que globalement, il faut que ça baisse encore substantiellement. Et on n'en est pas encore arrivé là pour le moment. Ça ne veut pas dire que 2024 sera pas là, sera pas une baisse encore historique, mais pour le moment, on n'en est pas là. Donc, il y a encore une marge substantielle pour resolvabiliser l'ensemble des acquéreurs en fonction des prix qui sont constatés et des taux d'intérêt qui sont pratiqués par nos amis banquiers. Voilà pour le petit topo marché. On va basculer au SCPI. Alors, dans cette idée-là, on va deuxième petit sondage que je lance tout de suite. Hop. Les périodes de crise peuvent être des moments de remise en question des pratiques et habitudes. Selon vous, cette crise vous a permis. Alors, je rappelle que pour répondre au sondage,
Il suffit de cliquer sur le triangle carré rond en bas à droite, vous cliquez sur sondage et vous allez pouvoir exprimer votre opinion. Alors, il y a 3 opinions qui sont proposées. Ça m'a permis quoi? D'identifier les fonds qui sont bien gérés, même pendant les périodes difficiles, un élément hyper structurant, a été une source de stress importante qui a remis en question beaucoup des certitudes que je pouvais avoir sur les CPI, et puis m'a conforté dans mes positions sans remettre en question mes habitudes car elles étaient bonnes. Allez, qui choisit? Attention, a priori, ça vous a permis quand même de choisir les partenaires, hein. Et loin devant. Vous avez a priori plutôt des bonnes habitudes, mais c'est dans les périodes de crise qu'on trouve et qu'on cherche les bons partenaires. Majorité écrasante. Ok, allez, on maintient ça. Bon, vous avez trouvé vos partenaires dans cette période difficile. Et effectivement, c'est toujours important de voir comment communiquent et comment réagissent les maisons de gestion. On ne peut pas être que dans des marchés avec des bonnes nouvelles. Et donc, c'est aussi important de voir comment les crises peuvent être traitées. Majorité écrasante sur le identification des fonds qui sont bien gérés. Allez, on va rentrer dans la partie où je vais basculer sur nos outils, puisqu'on vous savez qu'on propose différents outils dont notre outil du baromètre des SCPI. Alors là, on travaille sur la version grand compte, mais pour la partie CGP, vous avez une version un peu plus restreinte, un peu plus réduite, qui est mise à jour automatiquement. Donc là, on est dans la période où on va avoir à la fois les premiers trimestres 2024 qui vont se mettre à jour et les rapports annuels 2023 qui sont extrêmement surveillés, puisque dans ces rapports annuels, vous allez avoir ce que tout le monde va regarder et va scruter avec intérêt. Alors, les délais de session, tout ça, on va en parler juste après, mais évidemment, les valeurs de reconstitution qui vont permettre de voir si les parts de SCPI peuvent potentiellement bouger. Alors, à la hausse, pourquoi pas, et à la baisse, pourquoi pas. Rappelons, je vais passer à l'écran suivant, juste pour vous rappeler et pour mémoire. On est sur un marché des SCPI qui n'est pas obligé de publier tous les trimestres. L'obligation, elle est faite au semestre. Et c'est ce qui explique que nous récupérons des informations partielles en général sur les premiers et troisième trimestres et globales sur le deuxième et quatrième trimestre. C'est pour ça qu'il faut comparer aussi d'un trimestre d'un trimestre du premier trimestre 2024 au trimestre 2023. C'est ce qu'on va faire pendant toute notre présentation qui va suivre. 94 fonds SCPI qui ont publié au premier trimestre 2024, donc en hausse par rapport au premier trimestre 2023, plus de 4 SCPI qui ont déjà publié. Il y en a au moins 5 ou 6 qui se sont encore lancés. Donc, il y a toujours de l'appétence, ou du moins, il y a toujours des acteurs pour se lancer sur ce marché qui est toujours extrêmement demandé. Alors, si je reprends, je vais revenir à la page devant que j'ai fermé un peu trop vite. En termes de capitalisation, vous allez voir que si le nombre de fonds croît, ce n'est pas forcément le cas sur la volumétrie qui porte sur la capitalisation, puisque bien évidemment la capitalisation, alors elle est liée à la collecte, mais elle est aussi liée à la valeur des parts. Et vous voyez qu'à la fin du premier trimestre 2024, on est à un peu plus de 76 milliards de capitalisation sur le marché, qui était 78, un peu moins de 78 un an plus tôt. Donc, il y a plus d'acteurs, mais les baisses de parts ont été suffisamment substantielles pour qu'il y ait une perte en termes de capitalisation qui a généré, pour le coup, des impacts extrêmement forts sur le marché. Une fois qu'on a dit ça, pour autant le marché, en termes de taux de distribution, parce que c'est un élément que vos clients regardent souvent, vous voyez que globalement, le taux de distribution s'est légèrement apprécié. Alors, on va surtout regarder les SCPI de rendement, parce que sur les fiscales, c'est toujours un peu erratique comme ratio. 4,94 en moyenne marché sur l'ensemble des SCPI de rendement. On était à 4,89 un an plus tôt. L'appréciation, quand même assez substantielle, provient le plus souvent des baisses de valeur de part, puisque vous savez qu'on a un nouveau mode de calcul qui fait que globalement, le fait de baisser les valeurs de part vont augmenter la rentabilité des fonds. Voilà. Bon, alors derrière cette petite cuisine, il est quand même intéressant et important de regarder que vous voyez que globalement, les SCPI de rendement,
elles savent remplir, les gérants, ils savent remplir leur patrimoine. Alors évidemment, le mode de calcul a été changé, il laisse de côté certaines franchises de loyer qui peuvent être faites. Enfin, globalement, si on utilise, parce que là on est à périmètre identique, entre le premier trimestre 2023 où on était à 95,18 et le premier trimestre 2024 où on est à 94,96, vous voyez que globalement, le patrimoine est rempli en moyenne sur l'ensemble du marché, qu'il n'y a pas d'inflexion sur cette partie-là. C'est quand même, ça permet de délivrer du rendement. C'est un peu ce qu'on leur demande au SCPI de rendement. Donc, la mission est accomplie jusque-là. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe pour les gestionnaires et les situations, vous allez le voir, sont extrêmement contrastées. Alors, je vais faire ça en deux temps. On va commencer par regarder les quatre premiers du marché qui étaient jusqu'à présent leaders en termes de collecte et en termes de place sur le marché. Alors, je vais vous en prendre les principaux. Donc, on commence par cela. Et puis, voilà, ça nous permet de faire un petit focus sur cette partie-là. Donc, vous voyez, globalement, on a le leader du marché qui reste leader, à savoir la française, avec une légère perte. Et on va voir qu'à l'intérieur des fonds, la situation peut être contrastée. On a Primonial qui était le deuxième, qui avait la deuxième place, qui a subi une baisse extrêmement forte liée à la baisse des valeurs de part et surtout liée, et on va le voir après, à des collectes qui sont en panne, clairement, et à des délais de cession qui sont donc, moyennant quoi, extrêmement élevés. Alors là, on parle que des SCPI, hein, bien évidemment, puisque nous, on a toujours été sur le positionnement de dire que les SCI, on avait toujours du mal un peu à comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur, et que du coup, forcément, quand on n'avait pas d'outils pour vraiment comprendre leur évolution, et donc, on va suivre des délais de cession, on va suivre tout ça sur les SCPI parce qu'elles communiquent, ce qui est quand même un élément extrêmement important de transparence, et ce qui n'est pas toujours le cas sur les SCI où nous, on collecte les données, mais on n'a pas beaucoup d'éléments pour jauger et évaluer la qualité des fonds, à part des bruits de couloir ou des délais de cession qu'on voit apparaître de ci, de là, et qui nous mettent en évidence qu'il y a un sérieux problème de liquidité sur ces fonds-là. Donc, Primonial, la baisse est assez sensible. La baisse est encore plus sensible pour Amundi, alors c'est des fonds, hein, tous ces fonds-là, c'est quand même des fonds qui faisaient largement appel à l'assurance vie pour la collecte. Excusez-moi. Et du coup, c'est quand même des fonds qui ont fortement dégradé leur valeur de part. Alors, avec aussi des constructions qui étaient, nous, on l'avait noté à plusieurs reprises, par exemple sur Amundi, où on a les SCPI du groupe Amundi qui se sont partagés le patrimoine qu'elles ont acheté. Et donc, si vous regardez les baisses des prix, elles sont globalement assez similaires, parce qu'il y a, alors pas l'intégralité du patrimoine, hein, évidemment pas, mais il y a quand même une partie du patrimoine qui est acheté en SCI, en indivision partagée entre les SCPI. Donc, forcément, quand la valorisation du patrimoine baisse sur une SCI, à raison d'un tiers chacun, l'ensemble des SCPI baisse de manière plus ou moins corrélée, mais elle baisse. Et donc, c'est quand même, voilà, c'est ces constructions financières qu'on avait mis en avant il y a quelques mois et années de cela, qui se retrouvent effectivement comme étant un peu compliquées quand il y a une valorisation qui baisse. Alors, je ne vais pas commenter tous les fonds, hein, mais vous voyez qu'on avait quand même des fonds du type Primo Pierre. On est passé de capitalisation à pratiquement 4 milliards on est juste un peu au-dessus des 3 milliards en une année. Hein, donc, c'est quand même, la baisse est quand même extrêmement forte sur Primo Pierre et Primovie, qui était aussi une collecte, qui avait aussi une collecte extrêmement forte. On voit que là, il y a quand même des choses qui sont en train de se passer. Puis, j'ai pas parlé du quatrième acteur que j'ai mis dans la liste, Sofidy, mais vous voyez que globalement, Sofidy arrive à maintenir une capitalisation. Alors, elle a évidemment pas baissé ses valeurs de part, donc c'est ce qui explique ça. On pourra regarder après dans le détail ce qui se passe. Donc voilà pour ces acteurs qui étaient les grands acteurs du marché. Et alors, on se retrouve à avoir effectivement des acteurs qui sont rétrogradés extrêmement violemment, parmi lesquels on a effectivement BNP Paribas,
que je vais retrouver dans ma liste, qui est là, hop là. Voilà, BNP Paribas qui se retrouve avec le véhicule phare qui était Maximo Pierre chez eux, qui a baissé de manière extrêmement forte, hein. On est passé une capitalisation où on était pas très loin du 4 milliards à 3 milliards 2, donc quand même 800 millions qui sont partis en fumée en une année, voilà, avec et on vous montrera ça tout à l'heure, des potentiels encore sur l'année 2024. Donc ça c'est pour BNP Paribas. Et puis il y a aussi des acteurs qui s'en sortent plutôt bien, voire très bien. Quorum, par exemple, avec ces trois fonds qui continuent à collecter. Et donc, c'est quand même des choses qui sont extrêmement structurantes. Alors, il y a une question qui se pose là et à laquelle je vais répondre tout de suite. Euh, les parts en attente, nous, on va les voir, on va les traiter sur le délai de session qu'on va vous parler juste après. Là, pour l'instant, dans nos chiffres, ce qu'on a, c'est les ventes effectives, en fait, et les évolutions de parts effectives. Et on ne va pas faire le supputatif, mais on suit cette partie-là aussi avec d'autres indicateurs qu'on a et on va vous les montrer un peu plus loin. On peut aussi montrer parmi les acteurs qui étaient émergents il y a encore quelques années, Eurial par exemple, hein, qui arrive à avoir une place extrêmement importante. Et puis, on va regarder aussi des acteurs alors un peu historiques. Hein, si j'arrive à le trouver dans ma liste, hop là, je vais prendre Atlan, où est-il là? Voilà. Atlan qui continue à maintenir de la collecte au même titre que Eurial. Donc voilà, la situation est extrêmement contrastée sur ce marché. Alors, pas de raccourci sur les bancaires qui ne marchent pas, parce que ce n'est pas forcément toujours le cas, mais il y a quand même des éléments structurants. Et puis, on a, si je regarde, si je mets maintenant des plus petits fonds en termes de capitalisation, des nouveaux entrants, comme on pourrait les appeler, mais ces nouveaux entrants, ils prennent, vous voyez, des phases de collecte qui sont extrêmement fortes. Alors, j'en ai pris deux, trois. Je vais vous parler aussi d'Arkea qui est ici présent. Hop là, ils sont où, Arkea? Arkea, je les ai perdus. Toc. Voilà. Arkea qui est là. Vous voyez que c'est des SCPI qui collectent quand même, qui est quand même. Alors, elles sont plus petites de taille, mais 200 millions dans le marché actuel, c'est quand même pas mal sur une année. Hein. C'est quand même des tendances qui sont extrêmement fortes. Et puis, il faut aussi que je parle d'Intergestion qui est ici présente, voilà, que j'avais déjà mise, voilà, qui continue aussi à être en collecte plutôt forte. Donc voilà, ça c'est quand même, ce sont quand même des éléments qui sont quand même extrêmement structurants. Alors ensuite derrière, si on regarde, alors Focus Gérant, je l'ai fait. Ce qui va être intéressant de regarder, c'est les taux de distribution maintenant qu'on peut mettre en avant par activité éventuellement. Alors on va regarder ça sur un autre slide. Et on va regarder en fait au niveau des évolutions sur la valeur des parts. Alors non, c'est pas la valeur des parts que je voulais mettre, c'était les collectes. Voilà. Donc, vous voyez sur les collectes, en fait, les collectes positives, ce qu'on a. Alors, ouais, hop, je sais pourquoi ça se passe comme ça. Voilà. Vous voyez qu'on était sur un marché il y a encore un peu plus de 6 mois, un an, où on avait des collectes qui étaient à plus de 100 millions. Donc extrêmement structurantes et ces collectes à plus de 100 millions, vous voyez qu'elles ont totalement disparu et on est déjà impressionné par certains fonds qui arrivent à collecter toujours au-dessus de 50 millions. Vous voyez qu'on retrouve ceux qui sont en train de grignoter du terrain sur les autres, parce qu'évidemment, quand on a, si on regarde l'autre côté du tableau, alors les décollectes, attention à les décollectes, on va faire non seulement celles qui ont perdu, mais c'est aussi la baisse de valeur des parts et c'est aussi celles des parts qui ont disparu, qui ont été vendues. Vous voyez que Primovi, c'est ce qu'on disait, Primovi, Rivoli, Avenir Patrimoine, Edissimo, Primo Pierre, Fructipierre, tout ça, c'est quand même des baisses qui sont extrêmement fortes en termes de capitalisation, liées évidemment à la baisse de valeur des parts, mais aussi à la sortie d'un certain nombre d'acteurs. Donc ce sont quand même des mouvements extrêmement violents qui sont en train de se dérouler sur le marché. Et puis, si on regarde les valeurs de part, voilà, je ne comprenais pas tout à l'heure pourquoi je n'avais pas de valeur de part, mais voilà. Les valeurs de part à la hausse, vous voyez que globalement, on se retrouve, c'est quand même assez marginal. Et on a, alors, Imo Évolutif, c'est une SCPI un peu particulière, parce que c'est une SCPI institutionnelle, mais globalement, on a des valeurs de part d'un trimestre à l'autre qui continuent à être orientées à la baisse. Et pour un certain nombre d'entre eux, nous, on présuppose que c'est pas complètement terminé cette phase de correction.
Voilà. Alors maintenant, si on regarde globalement ce qui se passe sur les délais de session, parce que c'était ça la question qu'il y avait aussi tout à l'heure. Voilà. On est sur un marché, alors je vais expliquer après les chiffres de la colonne de gauche, hein. On est sur un marché qui globalement, il y a toujours des acteurs qui sont parfaitement liquides. Alors évidemment, ce sont ceux qui collectent, mais c'est aussi des fonds qui peuvent être en phase de en décollecte, mais en décollecte active, c'est-à-dire que globalement, ils arrivent à ce que les parts soient vendues et ils arrivent à avoir un marché qui soit un second marché qui soit liquide. 0 mois, parce que c'est bien exprimé en mois, ça veut dire que globalement, vous êtes associé, vous voulez sortir du fonds, vous présentez vos parts et dans le trimestre, elles sont écoulées. C'est comme ça qu'on calcule la vitesse de délai de cession pour nous. Alors derrière, vous voyez que bon, globalement, il y en a quand même un certain nombre qui sont à zéro. Puis on a de l'autre côté des délais de cession qui sont en mois, hein, c'est bien du mois. Et donc, vous voyez qu'on a des délais de session qui sont extrêmement, extrêmement élevés pour un certain nombre d'acteurs, avec des acteurs pour lesquels on ne peut pas calculer, c'est pour ça qu'elles sont à 999 999, parce qu'on ne peut pas calculer de délai de vitesse à laquelle vous pourriez potentiellement vendre vos parts. Pourquoi? Parce que simplement, il n'y a pas eu de parts qui ont été achetées sur le trimestre écoulé. Donc, on peut pas faire ce calcul-là. Donc, vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle des fonds qui sont illiquides, c'est-à-dire qu'il y a des fonds pour lesquels, même si vous voulez sortir, vous ne pourrez pas. Alors après, les autres ne sont pas forcément dans des positions beaucoup plus accessibles, hein. 6800 mois, ça doit se compter en plusieurs générations. Alors évidemment, c'est une vitesse. Donc, la vitesse de délai de session, il faut toujours faire attention puisque il suffit qu'il y ait une collecte beaucoup plus abondante et forcément, le second marché va être liquidé beaucoup plus, enfin, va redevenir liquide beaucoup plus rapidement. Mais ce sont quand même des indicateurs de la situation du marché qui sont extrêmement structurants. Et on a surtout des fonds qui sont extrêmement gros. Par exemple, à Simopierre, on se retrouve à avoir des fonds qui sont plusieurs milliards et qui n'arrivent pas à vendre leurs parts, en fait, hein, plus de 2000 mois pour vendre ses parts. Et c'est peut-être ça qui est l'un des enseignements de cette crise. Nous-mêmes, quand on regardait des capitalisations à plusieurs milliards, ça représente des milliers d'associés, ça représente des millions de parts. Globalement, on se disait que c'était des fonds qui étaient plutôt à l'abri en termes de liquidité. Oui, mais probablement que l'assurance vie est arrivée par là. Et si on avait eu un marché qui était structuré comme il pouvait l'être en détention directe il y a une vingtaine d'années encore, globalement, on aurait pu supposer que ces approches-là étaient justifiées. On se retrouve quand même en face avec maintenant des assureurs vie qui doivent de la liquidité à leurs clients, puisque c'est ce qu'ils vendent et c'est ce qu'ils ont fait payer à leurs clients. Et donc, ils se retrouvent aussi à avoir des volumes de parts qui sont arrivés sur le marché, avec aussi une petite action de certains gérants qui ont voulu faire rentrer des institutionnels en détention directe, hein, c'est-à-dire des institutionnels qui achetaient pour eux, avec forcément pas toujours l'application des frais d'acquisition pour ces institutionnels, ce qui fait que les institutionnels, ils rentraient à zéro. Et donc, ils sont sortis extrêmement rapidement. Et c'est quand même un dévoiement de ce qu'est un investissement en SCPI, parce qu'un investissement en SCPI, c'est marqué partout, hein. C'est un investissement de long terme, sur 8 ans, sur 10 ans. Et donc, derrière, quand vous transformez le véhicule tel qu'il est fait, vous pouvez vous retrouver avec des situations comme ça. Alors, je ne dis pas que c'est le cas pour toutes les SCPI, hein, qui sont problématiques, la partie assurance vie institutionnelle, mais probablement quand on peut regarder deux, trois seconds marchés, hein. Alors, on a les outils pour le faire, je ne vais pas vous asséner tout ça, mais globalement, on voit quand même qu'il y a une vraie situation sur cette partie-là. Alors, si on regarde ce qui se passe, secteur d'activité par secteur d'activité, parce que c'est ça ce qui est intéressant. Attention à beaucoup de chiffres, mais on va les commenter tranquillement. Les capitalisations, vous voyez que les bureaux restent toujours omniprésents sur le marché, avec quand même des secteurs qui n'existaient pas il y a encore quelques années ou qui étaient, on va dire, plutôt anecdotiques, comme la santé. Les commerces ont toujours été assez présents, mais ils ont été dépassés par ce qu'on appelle maintenant le segment diversifié, parce que tous les acteurs maintenant proposent une forte diversification de leurs investissements et du patrimoine qui est acheté. Donc voilà, globalement, les bureaux restent leaders, mais la croissance est beaucoup plus faible sur ce segment-là de pur fonds. Et ce qu'on peut regarder aussi, c'est qu'est-ce qui se passe sur les taux d'occupation financiers par secteur. Vous voyez que globalement,
on va mettre de côté, le résidentiel qui est toujours un peu particulier, mais on est quand même sur des taux d'occupation qui sont extrêmement bons. C'est ce qu'on avait vu au niveau global. Voilà. Alors, par contre, si on regarde maintenant ce qui se passe sur la partie du nombre de parts, vous voyez que le nombre de parts, alors attention à ce chiffre quand même, parce que le nombre de parts, il faut toujours le ramener. C'est pour ça que nous, on préfère mettre en avant le délai de cession, mais vous voyez que le nombre de parts qui sont sur le marché est extrêmement important. Et si on regarde le nombre de parts qui sont en attente de vente, vous voyez que globalement, c'est sur les bureaux que ça se passe. Toujours pareil, attention par rapport à la taille. C'est pour ça que nous, on discute toujours du délai de cession, mais vous voyez que globalement, il y a un an, c'était pas là. Et si on s'intéresse au délai de cession, alors pour calculer ces délais de cession moyens par segment, ce qu'on fait, c'est qu'on a enlevé celles qui étaient incalculables. Parce que là, pour le coup, sinon, on se retrouve à avoir des chiffres qui sont exprimés en millions et ça n'a pas de sens. Donc, vous voyez que globalement, on a eu un énorme pic au troisième trimestre, sans surprise. Hein, c'est là où toutes les parts ont été annoncées, où toutes les baisses de parts ont été annoncées, donc un mouvement assez massif de vente. Mais sur le premier trimestre 2024, ce mouvement est aussi substantiel. Hein, on est quand même à plus de en moyenne, 80 mois pour vendre ses parts, en moyenne, hein, sur les SCPI de bureau. Vous voyez que c'est quand même là où se concentre l'essentiel de la problématique sur le marché. Et c'est ça qui est intéressant, parce que vous voyez, les autres segments, globalement, sont peu ou pas touchés par cette crise de liquidité qui peut être constatée. Je vais finir cette présentation. Alors, je pourrais on a plein de choses hein, dans tous les sens. On a aussi des portraits robots qui sont assez intéressants à regarder. Par exemple, je vous disais sur Assimo Pierre, ça nous permet de voir la volumétrie de ce qui est présenté en nombre de parts. Et vous voyez clairement sur le nombre de parts qui est cédé que c'est astronomique l'augmentation qu'il y a pu avoir, par exemple, sur Assimo. On est à plus de 500 000 parts qui ont été cédées sur le second marché. Donc, quelle que soit la taille du fonds, en fait, dans un contexte pareil, il y a aucun. C'est pour ça qu'on se retrouve à avoir un second marché, vous voyez, qui avait réussi à être liquide globalement jusque-là, mais là, qui a complètement explosé sur le premier trimestre, pardon, 2024. Donc, il faut vraiment regarder ce qu'il y a à l'intérieur de chaque fonds pour pouvoir vraiment faire des arbitrages conséquents. Alors, dernier élément, et puis après, on prendra vos questions si vous en avez. C'est ce qu'on propose maintenant systématiquement. Alors, on propose à l'année et au trimestre. Voilà, c'est le tunnel de valorisation des parts. Alors, je ne vais pas vous faire les 200 SCPI parce que ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui peut vous intéresser, mais vous voyez que globalement, on a donc, alors je vais vous expliquer comment il fonctionne ce tunnel. La courbe orange, c'est la valeur de part d'achat de parts sur le marché. Le trait vert, là, la courbe verte foncée, c'est celle qui permet c'est la valeur de reconstitution, donc c'est la valeur qui fixe en fait le tunnel de valorisation pour les SCPI à capital variable. Et puis la surface verte, c'est l'espace dans lequel évoluent les prix, peuvent évoluer les prix, donc la courbe orange peut évoluer dans ce tunnel de valorisation. En règle générale, plus vous êtes sur le haut, et moins c'est bon signe, parce que ça veut dire que globalement, votre patrimoine est en train de s'est déprécié et que vous n'avez pas corrigé la valeur d'acquisition. Alors là, je suis sur PF Hospitalité. On peut commencer par celle-ci. Vous voyez que globalement, la correction de la valeur sur la valeur de part a été quand même assez brutale pour PF Hospitalité, et que globalement, ils se sont mis vraiment dans le bas du tunnel pour potentiellement anticiper peut-être une seconde réévaluation du valeur de la part, qu'on n'a pas eu pour le moment, parce que vous voyez que la part, elle n'a pas bougé depuis le 31 décembre 2022. Il y en a un certain nombre qui ont communiqué en cours d'année, mais pas tous. Et ça, on va les avoir dans les rapports annuels 2023 quand ils seront publiés. Donc, on les intègre au fur et à mesure. Alors, si je prends par exemple, vous voyez, Assimo, Assimo a publié, on a déjà les informations sur le rapport annuel 2023. Donc, vous voyez que la baisse de valeur de part qui a été constatée, c'était globalement pour se remettre dans les clous du tunnel, voire même prendre un peu de marge. Ah oui, sauf que pas de bol, le marché, ils ont corrigé encore au 31 décembre 2023. Et donc, ils ont été obligés de réactualiser la valeur de part. Et donc, quand je dis par exemple que Assimo, là, vous voyez qu'on est dans une situation où l'ensemble des baisses qu'ils ont effectuées ne leur a simplement permis
que de se remettre dans le très très haut du tunnel, puisqu'ils sont dans la fourchette haute du tunnel de valo. Ils sont au max du tunnel de valorisation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, s'ils doivent encore faire une correction de valeur de part, il y aura encore une valeur de part qui sera orientée à la baisse. Alors, est-ce que c'est une certitude? Non, puisque ce tableau, évidemment, n'est pas prédictif. Ce n'est pas un engagement où on peut signer en bas de la page, puisque le gérant a la possibilité, mais cette courbe doit quand même rester dans ce tunnel de valorisation. Alors, c'est valable pour Asimo. Je ne vais pas tous les faire comme je vous disais. Je vais en faire deux, trois qu'on a quand même identifié tout à l'heure. Donc, je vais faire par exemple Génépierre, qui a pas mal dévissé aussi. Donc, vous voyez que globalement, Génépierre, la deuxième correction qui s'est opérée a permis, qui s'est opérée là récemment, a permis de se remettre dans le tunnel de valorisation, non pas en haut comme ils y étaient au début de l'année, mais dans la fourchette supérieure, on va dire ça comme ça. Alors, notez que en fait, et c'est l'intérêt de notre plateforme. Alors, je ne vais pas tous les faire parce que bon, globalement, si vous voulez, on peut regarder après au cas par cas, mais voilà. Après, ce qui est intéressant pour vous, c'est de pouvoir regarder effectivement ce qui se passe sur vos fonds et sur les portefeuilles que vous avez. Et cette lecture en fait critique, je vais prendre un portefeuille n'importe lequel. Vous voyez qu'automatiquement, en fait, quand vous avez intégré vos portefeuilles dans l'interface, dans nos interfaces, et bien derrière, vous allez avoir une lecture automatiquement de qu'est-ce qui peut se passer. Donc, vous voyez, quand vous avez un point noir, ça veut dire que dans ce portefeuille, donc ça va vous calculer la perte du portefeuille, évidemment, nos indices de performance financière et durable, et puis ça va vous dire aussi attention, point d'attention. Alors, si je prends par exemple ce portefeuille-là, je ne sais plus ce qu'il y a dedans, peut-être qu'il est très gros. Non, ça va, il n'est pas trop gros. Donc là, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Globalement, chacune des lignes va vous permettre d'avoir votre attention, d'attirer sur ce qui pourrait potentiellement poser problème. Par exemple, Rivoli Avenir Patrimoine, on en a parlé, c'est en point noir parce que la valeur départ pourrait avoir une tendance à baisser de nouveau. Voilà, donc ça ne veut pas dire que ça va baisser obligatoirement, mais vous avez peut-être intérêt quand même à faire attention à cette ligne-là. Activimo, alors vous voyez, il y a toujours à chaque fois quatre couleurs. Vert, tout va bien et potentiellement une réappréciation sur la valeur de part. Orange, on est en dessous. Dans notre tunnel, on est en dessous du tunnel de la médiane, mais quand même, rouge, on est déjà passé au-dessus, et noir, il va se passer quelque chose forcément. FIMO a corrigé aussi. Alors ça, c'est pour les lignes qui vont pas forcément très très bien. Et puis, on a aussi des portefeuilles qui vont plutôt bien. Je vais prendre un portefeuille, si je peux trier par là. Hop là. Je vais trier par les portefeuilles qui vont bien. Hop, je vais leur demander, clac, voilà. Et là, je vais leur demander de me retrier. Dans les portefeuilles qui vont bien, vous voyez automatiquement et en lecture directe, vous pouvez vous dire, voilà, évidemment, la ligne, il n'y en a pas beaucoup. Je vais prendre ici. Alors, c'est des portefeuilles qu'on fait pour nos clients de test. Pourquoi j'ai rien sur cette ligne-là? Alors, ils ont été modifiés. Hop. Alors, du coup, je vais reprendre un qui est vert. Voilà. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai Coromerion. Sur Coromerion, globalement, la valorisation des parts, il n'y a pas de souci. La liquidité du second marché, ça se passe bien. Et tout ça, c'est réactualisé automatiquement. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir une lisibilité extrêmement fine sur ce qui se passe sur vos patrimoines pour éventuellement appeler vos clients en leur disant, bon, je pense qu'on voilà, on reste, on est bien. Parce que vous pouvez aussi leur apporter des bonnes nouvelles sur vos choix qui ont été plutôt bons. L'endettement constaté, pareil, on va calculer par rapport aux endettements. C'est remis à jour chaque année en fonction de ce qui est publié. La sécurité de trésorerie, c'est le report à nouveau. Voilà, avec ces indicateurs-là, ça vous permet vraiment de regarder ce qui se passe. Et puis, c'est la nouveauté de ce trimestre. Je fais un peu la promo sur cette partie-là. Vous voyez qu'automatiquement, quand vous regardez la fiche de n'importe quel fonds, vous allez avoir ces indicateurs clés qui sont repris avec le dernier qui permet à chaque fois de décrire. Alors, on explique évidemment pourquoi on dit que c'est vert, orange ou rouge, pour permettre de comparer vraiment par rapport à la situation, pour vraiment décortiquer ce qui se passe sur un fonds sans avoir à vous plonger forcément dans tout ce qu'on vient d'analyser à la seconde. J'en ai fini avec notre présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je serais ravi d'y répondre. Je vous laisse soit ouvrir les micros ou, si vous le souhaitez, taper vos questions par mail en fonction de ce que vous avez
de ce que vous avez en tête. Voilà. Globalement, on est sur un marché qui est un peu contraint, mais et pour lequel il y a quand même toujours des bonnes opportunités à saisir. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Et nos outils sont aussi là pour tenir cette partie. Il n'y a pas de questions. On est un tout petit peu en avance, parce qu'on avait prévu des questions, mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Je vais vous laisser à ce moment-là, on va terminer un tout petit peu en avance, mais comme ça nous permettra de prendre les questions par mail. On va vous envoyer les slides, si vous le souhaitez, par mail. Il suffit juste de le demander pour qu'on puisse vous les adresser. On va vous envoyer un petit mail de remerciement et vous répondez à ce mail de remerciement pour qu'on puisse avoir les éléments. Alors, si j'ai une question qui arrive, alors, ça c'est un sujet. Alors, la question c'est, savez-vous quels SCPI ont mis en place un fonds de remboursement? Oui, effectivement. Alors, on a fait un article là-dessus sur Lafitte Pierre. On a eu un échange avec justement nos amis d'AEW sur le sujet parce qu'ils ont fait des certains nombres de modifications pour pouvoir laisser potentiellement des fonds de remboursement se mettre en place. Non, on n'a pas toutes les SCPI qui ont des fonds de remboursement. Parce qu'en fait, certains gérants partent du principe que s'ils mettent des fonds de remboursement en place, ça veut dire qu'il y a un problème sur le fond et ils ont un petit peu de mal à l'afficher. Donc, on ne l'a pas toujours, mais on peut quand même, en échange direct, selon les besoins, on peut éventuellement vous transférer les réponses qu'on pourrait avoir des gérants si vous le souhaitez. Merci Antoine. Je vais vous laisser sur ces quelques derniers mots. Sachez que le mois prochain, on fait un webinaire sur la partie commerce. On aura deux intervenants, un gérant plus un autre intervenant. On va essayer de décortiquer ce marché du commerce, qui est un marché historiquement important pour les SCPI, un petit peu en perte de vitesse depuis quelques temps, mais qui nous semble pour autant intéressant. Voilà. Et puis vous allez avoir de nouvelles aussi, parce que dans les prochains mois, on va lancer pas mal de nouveautés sur la partie portefeuille. Et donc, il y aura probablement des choses à faire pour tous nos clients CGP en termes de visibilité à gagner. On va vous annoncer ça dans les prochaines semaines. Merci à tous de vous être connectés nombreux et jusqu'au bout. Merci à vous. Et puis, on se retrouve le mois prochain donc pour notre webinaire commerce. Merci Pierre. Très bonne journée à tous. Au revoir.